damit habe ich die Ehre, Frau Dr. Frédérique Naudufour nochmals offiziell ankündigen zu dürfen. Sie ist eine sehr anerkannte französische Historikerin und Expertin der europäischen Zeitgeschichte. Sie war viele Jahre Leiterin und daher kennt man sie natürlich auch, des Centre Européen du Résistant Déporté in Natzweiler und ist aber heute und auch schon seit Längerem, seit wann bist du bei der Region? Ja, gut, die Zeit vergeht, seit 2020 für die also Beauftragte für Erinnerungspolitik in der Region Grand Est. In dieser Funktion gestaltet sie aktiv die Erinnerungskultur in unserer Region und hat da ihr Lieblingsherzensprojekt ähm, sehr weit fortgetrieben und darüber wird sie natürlich jetzt auch berichten. Die Mauer der Namen in Schirmeck. Vielleicht haben Sie da von auch schon gehört. Also wenn Sie elsässisch sind, ganz sicher und eventuell auch, wenn Sie auf der deutschen Seite mit den Themen vertraut sind. Man muss auf jeden Fall sagen, dass Frédérique Naudufour mit größtem, auch persönlichem Einsatz zusammen mit ihren Kolleginnen Julia Maspero und Ilse Hilbold sich dafür einsetzt, die rund 40.000 elsässischen und mosellanischen Opfer des Zweiten Weltkrieges, Zivilisten wie Soldaten, erstmals an einem gemeinsamen Erinnerungsort sichtbar zu machen. Sehr wichtig. Und an dieser Stelle freue ich mich sehr und übergebe das Wort an dich. Vielen Dank. Also, guten Tag allen. Und, ich werde leider in Französisch weitergehen. Das ist mir einfacher, aber ich glaube, die Übersetzung ist sehr gut. Ja. Donc je vais vous parler du Mur des Noms, qui est un projet, porté par la région Grand Est, financé par la région Grand Est avec, le soutien financier de l'Union européenne et du ministère des Armées. Hem et ce projet, il vise à combler un vide qui est le vide laissé par, les dizaines de milliers de morts alsaciens et mosellans qui n'ont jamais eu de sépulture parce qu'ils sont morts, sur le front de l'Est ou dans les camps d'extermination. Et il y avait donc en Alsace et en Moselle une demande pour avoir un lieu, pour les descendants afin de se recueillir. Et le projet a connu une longue histoire. Il y a eu plusieurs versions. Il y a eu aussi des polémiques. Vous savez que les Français aiment beaucoup se disputer, se battre pour des grandes idées. Bah, là, on a eu, effectivement des disputes sur, la façon de présenter ces noms et finalement, c'est ce projet que je vais vous montrer maintenant qui va être inauguré l'année prochaine, en 2026 et qui rassemble, dans un bâtiment qui fait 250 carrés les noms de 40 000 Alsaciens et Mosellans, tués pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est un bâtiment qui est, situé en bas, du mémorial Alsace-Moselle, à Schirmeck. Donc vous voyez les travaux qui avancent et il se présente comme un espace entièrement, fermé, sans fenêtre, assez, obscur et dans lequel le visiteur se retrouve dans un espace rectangulaire et sur les 3 murs qui l'entourent, les noms vont être non pas gravés, dans les murs, mais ils vont être projetés. Comme, à la fin d'un film, vous avez les génériques avec les noms qui défilent du bas vers le haut et ce sera de cette façon-là que les noms vont apparaître. Donc ça va créer une sorte de vertige quand on entre dans la pièce parce que ça va bouger. Il va y avoir tous ces noms autour de nous qui circulent. Donc voilà un petit peu une projection, une image de ce que sera ce mur des noms. Donc dans cet espace assez obscur et donc ces noms avec qui sont lumineux et qui vont, monter sur le mur et qui vont aussi être animés par la projection de visages, de photos, de ces personnes disparues. Au milieu de l'espace, vous remarquez qu'il y a une sorte de table. C'est une table numérique
à partir de laquelle le visiteur pourra appeler un nom. Hein, il pourra entrer quelques lettres, choisir le nom qu'il veut voir et ce nom apparaîtra sur le mur pendant quelques instants, tout seul. Voilà, donc ça c'est la manière, hein, de c'est la vision de l'écran sur lequel on pourra choisir le nom. Et voilà le nom qui apparaît tout seul, hein. Les autres noms vont s'estomper et le nom auquel la famille veut rendre hommage ou alors un élève qui a fait un travail sur un nom pourra le voir apparaître. Ce mur des noms, il n'est pas seulement un lieu de recueillement. Pour nous, c'était très important que ce soit aussi un outil scientifique et la région Grand Est a mis au service de ce projet 3 historiennes. Donc nous sommes 3 collègues, 3 docteurs en histoire qui travaillons à plein temps, sur ce projet, notre souhait, c'est que le visiteur, non seulement vienne se recueillir, mais qu'il apprenne des choses sur cette histoire qui est si particulière, l'histoire de l'Alsace et de la Moselle. Donc il va y avoir un certain nombre d'outils, je vous en montre quelques-uns, par exemple, une chronologie, des cartes de géographie pour comprendre, l'histoire, du territoire français et du territoire alsacien et mosellan. Donc sur le plan, vous voyez qu'il y a au milieu de l'espace la table où vous pouvez interagir avec les murs. Et tout autour, il y a une forme ovale, c'est un banc pour s'asseoir et sur ce banc, il y aura des petits, ordinateurs où on pourra partir à la recherche des informations, complémentaires pour connaître l'histoire. Donc voilà l'écran d'accueil de ces petites, bornes multimédia. Donc on aura la possibilité, de découvrir un certain nombre de parcours personnels. Je vais y revenir et ça fait vraiment le lien avec le projet, Zukunft für die Brücke, où les élèves ont écrit des biographies parce que, on se rend compte que mettre, les noms, c'est important, c'est l'identité des gens, mais qu'un nom, il ne raconte pas une histoire. Et pour nous, c'était, très, très important que l'on puisse comprendre que chaque parcours est différent et que même entre 2 personnes qui ont presque le même parcours, par exemple entre 2 juifs qui sont envoyés à Auschwitz ou 2 incorporés de force qui meurent à l'Est, leurs histoires sont quand même très différentes. Et c'est important d'avoir à la fois les grands chiffres, les 40 000 morts, les 30 000 incorporés de force morts, mais c'est aussi important d'avoir la dimension microscopique de l'histoire, c'est-à-dire l'individu, l'échelle de l'individu. Donc on aura un certain nombre de parcours personnels, on aura l'accès à la base de données. Nous avons une base de données de 40 000 noms sur lesquels ma collègue Ilse Hilbold travaille chaque jour à la compléter. Elle est déjà en ligne, hein, si vous voulez y accéder, elle est accessible, je vous donnerai l'adresse. Et puis on aura également la possibilité pour les visiteurs de laisser un message pour que le travail soit participatif. Parce qu'on a beaucoup de gens qui nous contactent pour donner des documents, compléter des informations, etc. Donc voilà la page des parcours personnels. L'idée étant qu'on rédige des parcours représentatifs de tous les cas de figure possibles, c'est-à-dire toutes les raisons pour lesquelles des Alsaciens et des Mosellans ont pu mourir pendant la guerre. Donc il y a évidemment les incorporés de force qui sont les plus nombreux, mais on a aussi des Alsaciens et des Mosellans qui ont combattu dans l'armée française en 1940 ou pour la libération du territoire. On a des Alsaciens mosellans qui étaient dans la résistance. On en a d'autres qui sont morts dans les bombardements ou dans des accidents au moment de la libération, donc on appelle des victimes civiles, Civil Opfer. Et puis, on a une catégorie qui regroupe les victimes de l'Holocauste, donc les Juifs, et tous ceux qui ont été visés par les persécutions nazies, comme en Allemagne, pas comme en France, comme en Allemagne, les homosexuels, les malades psychiatriques, les Roma et Sinti et les témoins de Jéhovah. Donc voilà un exemple de texte biographique. Donc pour le moment, nous avons rédigé 120 biographies. On espère en faire encore plus, mais ce sont des biographies très scientifiques que nous faisons sur la base d'archives avec des règles méthodologiques très précises.
Et voici pour le jeune public une adaptation de ce qui est prévu pour le public adulte. Donc, on a une déclinaison avec un langage plus simple, avec un quiz aussi pour les jeunes, pour qu'ils puissent avoir un langage à leur niveau. Donc là, vous avez l'adresse de la base de données qui est actuellement en ligne, qui s'appelle donc mémoire au pluriel .grandest.fr, et vous pouvez d'ores et déjà rechercher des noms et vérifier si tel nom que vous connaissez est bien dans la base. Donc ça, c'est un travail de 15 ans, hein. Ça a été commencé bien avant nous par la région Alsace, puis par la région Grand Est. Et ensuite, là, j'ai sélectionné un certain nombre de cas représentatifs des différentes catégories que je vous ai citées, parce que dans le monument, les noms défileront au sein de leur catégorie. C'est-à-dire qu'on aura un mur pour les incorporés de force, un mur pour les résistants qu'ils partageront avec une autre catégorie, mais chacun restera bien dans sa catégorie pour éviter justement les polémiques qu'il y a eu au début, où tous les noms devaient être tous mélangés par ordre alphabétique, qu'ils soient incorporés de force ou résistants, ce qui posait un certain nombre de problèmes aux descendants des résistants. Donc là, ils seront vraiment chacun dans leur catégorie. On a ici, par exemple, le cas du capitaine Schlinger, un Alsacien, qui est mort en 1944 dans son avion lors d'une mission de reconnaissance en Méditerranée, peu avant le débarquement français, enfin allié en Provence. Voilà l'exemple de Suzanne. Suzanne, qui était une jeune fille de 17 ans, qui était infirmière dans une clinique à Strasbourg, la clinique Bethesda, qui a été totalement détruite dans un bombardement en septembre 1944, et elle est décédée. Et sa famille, avec laquelle on a beaucoup travaillé, nous a donné beaucoup de documents. On a ici un résistant, Joseph Timech, qui est également juste parmi les nations. Il était policier d'origine lorraine. Il a travaillé à Strasbourg au début de la guerre, d'origine mosellane, pardon. Et il a sauvé des juifs en leur fournissant des papiers sans la mention juive dessus, ce qui a permis qu'ils survivent. Et il a malheureusement été dénoncé par l'un de ses collègues policiers qui est sur la photo. Donc, monsieur Timech, c'est celui qui est au milieu, c'est le petit monsieur. Et celui qui l'a dénoncé, je vous laisse deviner lequel c'est. Généralement, les gens devinent qui c'est bizarre, c'est horrible, hein. C'est horrible parce que ça veut dire qu'il a un peu la tête d'un dénonciateur, c'est pas bien. C'est pas bien de faire un délit de faciès, mais quand même, c'est tentant. Bon alors vous êtes dans votre tête, vous avez tous une hypothèse? Alors je vais vous dire lequel c'est, celui qui a la cravate à rayures. Voilà. Donc non, c'est pas drôle parce que Alfred Timech a été déporté et il est mort au camp de Mauthausen et et personne n'a jamais su ce qu'il avait fait jusqu'à ce que les enfants des Juifs qu'il avait sauvés, heu, au moment où leurs parents sont morts, les parents ont dit: «Il faut absolument que vous trouviez qui nous a sauvés», parce qu'ils n'arrivaient pas à le retrouver. Et par les enfants ont continué la recherche et n'ont découvert le nom de Timech que dans les années 2000 et ont pu retrouver son fils et lui faire attribuer par Yad Vashem le titre de juste parmi les nations. Il y a eu un une Stolperstein posé à Strasbourg en présence de son fils et en présence des enfants juifs qui avaient été sauvés par Timech à Strasbourg il y a 3 ans. Un exemple d'incorporé de force, hein, parmi 30 000 autres, incorporé de force dans la Wehrmacht et qui est mort sur le front de l'Est. Gertrude et Moïse Blumenstock, là, on arrive à un cas très intéressant, c'est qu'on a beaucoup de gens qui sont dans plusieurs catégories. Parce qu'on peut, comme eux, être juif et résistant. Gertrude, elle n'est pas morte à Auschwitz-Birkenau, elle est morte comme résistante, exécutée par les nazis dans le maquis du Vercors. Donc là, ça nous permet de montrer aux gens que l'histoire, elle est toujours plus compliquée que les cases dans lesquelles on veut mettre les gens. Et lorsque vous taperez le nom de Gertrude sur la borne centrale, elle apparaîtra à la fois parmi les juifs, victimes de la Shoah, et à la fois parmi les résistants. Et donc, on a beaucoup de gens dans ce cas-là.
Hélène Faller, un Roma, alors en allemand on dit Roma and Sinti, en français on dit nomade, qui était d'origine alsacienne et qui est morte, comme beaucoup de nomades français, dans les camps d'internement français. Donc, elle n'a pas été déportée en Allemagne, elle est morte dans les camps du régime de Vichy, à Salier. Marcel Sutter, témoin de Jéhovah. Donc, on a pour l'instant trouvé un peu plus d'une dizaine de témoins de Jéhovah alsaciens qui sont morts sous la répression nazie, parce que très souvent, ils refusaient l'incorporation de force pour des raisons religieuses, et ce qui a conduit à une très dure répression contre eux et à leur exécution. Une histoire qui est complètement méconnue en France, complètement. J'ai encore eu un échange ce matin avec quelqu'un qui ne comprenait pas pourquoi on mettait des témoins de Jéhovah dans notre monument, et je lui ai expliqué ce matin pourquoi, et il ne connaissait pas du tout cette histoire. Et donc les personnes peuvent participer en nous apportant des documents. Ici, j'ai mis une sélection de photographies qui nous ont été envoyées récemment par des personnes intéressées par le sujet. Vous voyez une photo d'incorporé de force, une photo de bébé. C'est terrible, c'est un bébé, c'est une victime civile des bombardements aussi, ce petit bébé. Voilà, donc on a toutes sortes de documents de cette nature-là. Et puis, ce que je voulais dire pour terminer, c'est qu'à côté de ce travail scientifique, de ce travail d'architecture aussi, de bâtiments, la région Grand Est met en place toute une activité de médiation vis-à-vis des publics. Donc, c'est ma collègue Julia qui a en charge ce travail-là, notamment auprès des scolaires, pour faire des ateliers afin qu'ils fassent eux aussi des recherches ou des œuvres d'art ou toute forme de participation. Et également, on a lancé un podcast pour présenter 10 biographies, 10 parcours de 10 victimes alsaciennes et mosellanes de la Seconde Guerre mondiale. Donc ce podcast, je vous donnerai les documents, il s'appelle Entre nuit et lumière, qui est une phrase extraite d'un poème d'un poète alsacien qui a eu le grand prix de poésie française, qui s'appelle Claude Vigée, qui a écrit des très beaux poèmes. Il était juif et résistant pendant la guerre, il a survécu. Et donc ce podcast est accessible en ligne aujourd'hui. Il sera prochainement sur la plateforme de Radio France également, mais vous le trouvez sur Spotify. Et on a réalisé des petites cartes postales avec chacune des 10 victimes dont le podcast parle. Donc là, vous avez par exemple le visage de Hélène Faller, qui était cette femme rome. Et derrière, vous avez à chaque fois un QR code que vous pouvez flasher pour accéder au récit sur la vie de ces personnes. Voilà. Donc c'est aussi une manière de faire connaître plus largement cette histoire. Pour terminer, dire que en France, cette histoire de l'Alsace et de la Moselle, elle est méconnue, elle est incomprise, elle est souvent mal interprétée, et qu'on a beaucoup de travail à faire depuis la région Grand Est pour faire connaître cette histoire à Paris, à Bordeaux, à Marseille, où elle est souvent mal reçue. Il y a de terribles confusions qui sont faites, qui mélangent l'incorporation de force avec un engagement volontaire, une ignorance, je l'ai dit pour les témoins de Jéhovah, mais par exemple pour les malades psychiatriques, c'est également méconnu que presque une centaine d'entre eux ont été emmenés par les Allemands se faire exterminer côté allemand, de l'autre côté du Rhin. Donc il reste tout un travail de pédagogie à notre échelle nationale à faire. Je pense que finalement, cette histoire, elle est mieux comprise côté allemand, puisqu'elle est très similaire à ce qui a été vécu par les Allemands sous le totalitarisme nazi. Mais en France, on a encore vraiment, vraiment beaucoup de choses à faire. Et ça a été la volonté du président de la République, Emmanuel Macron, lorsqu'il est venu à Strasbourg pour les commémorations de la libération l'année dernière, en novembre 2024, pardon, de demander à ce que cette histoire spécifique de l'Alsace et de la Moselle soit enseignée dans toutes les écoles de France à l'avenir. Donc il y a tout un travail qui se met en place, mais il reste beaucoup de chemin à parcourir. On espère que ce mur des noms sera une étape dans ce chemin. Voilà.
Merci. Merci, merci beaucoup, Frédéric. C'était, très, très intéressant. Gibt es Fragen von Ihrer Seite zu diesem sehr interessanten und für uns doch sehr nahegelegenen Ort, der hier gestaltet wird? Ouais, il est prof. Alors, le mur des noms, il peut se visiter librement. L'accès sera libre, gratuit et les gens pourront entrer et ne voir que le mur des noms s'ils en ont envie. Mais en effet, ce serait quand même intéressant de le visiter en complément du mémorial Alsace-Moselle parce que c'est la même période historique, c'est un regard différent. C'est-à-dire dans le mémorial, on retrace le contexte. Ici, on part vraiment sur la trace des individus et sur l'hommage. Il y a aussi un côté hommage qui n'existait pas jusqu'à présent. Donc les 2 sont complémentaires, et d'ailleurs, on travaille étroitement avec le mémorial Alsace-Moselle pour faire fonctionner ce lieu. C'est le personnel du mémorial qui va ouvrir, qui va surveiller, qui va voir si tout se passe bien. Donc les 2 sont, interdépendants, mais on peut le visiter indépendamment. Merci beaucoup. Eine andere Frage noch? Ja, vielen Dank. Gab es denn auch Fälle, wo es schwierig war zu unterscheiden, ob es jetzt eine freiwillige oder eine gezwungene Teilnahme, zum Beispiel Kriegsteilnahme, Wehrmacht oder SS, Waffen-SS war? Und wie sind Sie damit umgegangen? Oui, c'est une question très importante qui nous a valu, et qui nous vaut toujours beaucoup, beaucoup de débats ou d'explications avec les journalistes ou avec d'autres personnes. Dans ce mur des noms, la catégorie qui évidemment pose beaucoup de questions, aux médias, c'est la question des incorporés de force et notamment, la question de leur, éventuel, volontariat ou de leur intérêt pour le nazisme, on va dire. Donc il y a plusieurs choses à dire. La première, c'est que dans le monument, tous les incorporés de force qui seront, nommés, sont des morts pour la France. Morts pour la France, alors je ne sais pas si en Allemagne vous savez ce que ça signifie, mais c'est un titre qui est donné par le ministère des Armées aux combattants, qui sont morts en raison de la guerre. Bon, alors je suis d'accord, les incorporés de force ne sont pas morts pour la France, on est bien d'accord avec ça, mais le titre, c'est un mot valise qui veut dire juste que la France les reconnaît, leur rend hommage et accorde de l'argent à leurs veuves et à leurs enfants. S'ils sont morts pour la France, ça signifie que le ministère des Armées a étudié leur dossier, a regardé précisément qu'ils étaient bien incorporés de force et pas volontaires. Donc, nous, on se met sous le parapluie du ministère des Armées. En 1945, il a fait la vérification. Nous, ce n'est pas à nous de dire s'il a bien ou mal fait la vérification. Ils ont le titre, donc on les considère comme incorporés de force. Ça ne veut pas dire qu'au fond d'eux, certains incorporés de force n'étaient pas heureux ou finalement enthousiastes à l'idée de servir le Troisième Reich. Ça, je ne peux pas le savoir. Mais globalement, on sait que pour la plupart d'entre eux, ça a été vraiment un crève-cœur, quelque chose de terrible qu'ils ont fait sous la contrainte parce que les familles étaient menacées d'être déportées en Allemagne. La deuxième chose qu'il faut dire, c'est qu'il y a eu un certain nombre d'Alsaciens et Mosellans volontaires dans la Wehrmacht et la Waffen-SS. Il y en a environ, on estime, 2000. Cela ne figure en aucun cas dans le monument. Et puis, chose que n'arrivent souvent pas à comprendre certains Français, c'est qu'il y a eu aussi des incorporés de force dans la Waffen-SS. Et ils n'avaient pas le choix non plus. Et bien sûr, ces incorporés de force dans la Waffen-SS, comme ceux de la Wehrmacht, ont commis, pour un certain nombre d'entre eux, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Mais, en tant qu'incorporés de force, ils sont aussi reconnus par la France, enfin par le droit international, comme les victimes d'un crime de guerre. Alors, comment vous faites avec ça? Comment vous faites?
C'est très compliqué en réalité. Donc d'expliquer cela, qu'on peut à la fois être victime d'un crime de guerre et en même temps être auteur d'un crime de guerre ou contre l'humanité, et que le fait qu'ils aient été forcés oblige aujourd'hui à leur rendre cet hommage, tout en expliquant le contexte historique et sa grande spécificité. Tous les morts dans notre monument méritent un hommage. Il n'y a pas de hiérarchie entre quelqu'un qui est mort dans la Shoah ou quelqu'un qui est mort avec l'uniforme SS comme incorporé de force. Mais en revanche, ce qui est très important, c'est d'expliquer que leurs histoires sont différentes et que les raisons de leur mort, elles sont extrêmement différentes aussi et que ce ne sont pas les mêmes. J'avoue que c'est un peu comme marcher sur un fil, mais on a un conseil scientifique et pour l'instant, ça se passe bien. Vielen herzlichen Dank. Gibt es sonst noch eine Frage? Alors ça aussi, c'est une bonne question et ça nous occupe beaucoup, hein. Les noms ont été germanisés par les nazis. Donc, dans la base de données, ils sont, faudrait vérifier avec Ilse, mais je pense qu'ils sont avec leur nom français et qu'en revanche, dans la base de données, on peut mettre des détails, des notes et donc on peut compléter en mettant, entre parenthèses, le nom germanisé. Hein, de même que pour une femme, on va indiquer son nom de jeune fille. Voilà. Donc on peut vraiment mettre beaucoup de choses complémentaires. Mais ça ne facilite pas les recherches. Non plus les erreurs de transcription, puisqu'un grand nombre sont morts en Union soviétique et que leur nom transcrit du cyrillique au français en passant par la germanisation du nom, ça donne des résultats parfois complexes. Ja, hört sich in der Tat sehr komplex an und ihr steckt da sehr viel Arbeit rein. Vielen Dank. Ich nehme mal an, alles ist auf Deutsch, Französisch, weil wir auf dieser Seite ja auch von profitieren wollen. Alors, le mur des noms sera en français, en anglais et en allemand. Aber leider sind heute meine Dokumente nur in Französisch. Ça, ce n'est pas grave. Merci beaucoup. Wir sind pünktlich, was ich nicht vermutet hatte, aber das ist sehr schön, weil dann bleiben uns 15 Minuten, um unsere Kaffeepause abhalten zu können. Gordana, unsere Perle, die ist für Sie da. Es gibt eben Kekse und Kaffee. Und falls Sie durstig sind, bitte bedienen Sie sich.